bienvenue sur cette nouvelle série Kaiser Imperium. J'imagine que le nom en désigne par elle-même, c'est du coup ainsi l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale. Et du coup, bienvenue sur ce premier épisode de cette nouvelle série. On va commencer en 1914 avec un certain Bosnien qui est mort. Je vais pas changer grand chose avant cette date, car ça pourrait modifier beaucoup trop de choses. Du coup, je vais rien toucher à ce qui s'est passé avant. Et du coup, on a la Première Guerre mondiale qui commence. Mais cette fois, l'Allemagne, au lieu de se concentrer sur battre la France, ce qui est avec un plan qui s'appelle le plan Schlieffen, cette fois, au lieu de se concentrer contre la France, vont se concentrer contre l'Empire russe, qui bien que paraît très puissant et en fait est en fait l'un des États européens les plus faibles, dû au fait que il soit inférieur dans beaucoup de points par rapport à d'autres États européens comme l'Allemagne, la France ou même l'Autriche-Hongrie. C'est le niveau d'industrialisation qui est très faible. Il y a quasiment pas d'industrie. L'économie est toujours une économie rurale qui fonctionne avec l'agriculture comme au Moyen-Âge. Du coup, ça aide pas. Avec une faible économie. En plus, il y a beaucoup de groupes ethniques qui veulent devenir indépendants. Ouais, c'est très instable, etc. Le seul point positif de l'Empire russe, c'est que l'Empire russe a une population supérieure, sans compter les colonies, à la France, au Royaume-Uni et à l'Empire d'Allemand réunis, sans compter les colonies, bien évidemment. Du coup, l'Allemagne garde des positions défensives sur le front de l'Ouest et du coup se concentre majoritairement sur le front de l'Est, qui en plus donne moins de temps à l'Empire russe de se mobiliser, car bon, l'Empire russe est si grand que bon, ça met du temps avant de mobiliser beaucoup de soldats. Même si la population est de quand même 130 millions, c'est dur de mobiliser autant de personnes. Et du coup, bon bah les premiers combats sont clairement la faveur du pouvoir central, avec l'Allemagne du coup qui commence les offensives et qui parvient même à capturer Varsovie, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils ont même réussi à faire ça dans notre timeline, ce qui du coup n'est pas très surprenant. Et déjà, bon bah là ça commence mal pour la Russie, car ils ont déjà perdu l'entièreté de la Pologne. Il y a aussi bien évidemment des offensives contre les parties baltes, du coup la Lituanie et l'Estonie, je crois. Enfin bref. Du coup, bon, déjà ça commence très mal pour l'Empire russe. Alors la France essaye bien des petites offensives, mais bon, elles sont majoritairement inefficaces dû au fait que l'Allemagne garde des positions défensives et que cette région était très fortifiée déjà à l'époque, notamment à cause de la guerre franco-prussienne. Du coup, bon, là, l'Autriche-Hongrie qui va être un peu plus compétente par rapport à notre timeline fait aussi des avancements. Et en plus, l'Allemagne profite du fait qu'ils savent que beaucoup de groupes ethniques dans l'Empire russe veulent devenir indépendants et du coup promet l'indépendance à ces différents groupes. Du coup, ces différents groupes sont les Ukrainiens, les Polonais, les États de la Baltique, la Finlande, les Kazakhs, les Arméniens, les Géorgiens, les Azerbaïdjanais, je crois, on dit ça comme ça, et puis plein d'autres. Ce qui, bien évidemment, aide un petit peu, puisque du coup, ça facilite les poussées dans le territoire, puisque du coup, il y a plein de rebelles, etc., qui aident du coup l'Allemagne. Du coup, ouais, ça semble pas être très bon. En plus, le fait que l'Allemagne n'est pas traversée par la Belgique fait que l'Empire britannique ne rejoint pas la guerre. Ce qui est avantageux. Oui. Puisque l'Empire britannique était à l'époque l'état le plus puissant
du monde très facilement. Même plus puissant que les États-Unis à l'époque, hein, qui étaient majoritairement isolationnistes. Du coup voilà, on se retrouve avec une frontière qui ressemble à ça. Pendant ce temps, la Serbie résiste quand même aussi bien que dans notre timeline aux offensives de l'Autriche-Hongrie, même si bon, il y a quand même quelques offensives qui finissent par passer, mais bon, à chaque fois, la Serbie parvient quand même à tenir. Et du coup, le pouvoir central et les alliés, comme dans notre timeline, vont appeler la Bulgarie. Et comme dans notre timeline, la Bulgarie va donc rejoindre le pouvoir central, ce qui va littéralement sceller le sort de la Serbie. Hein. Parce que là du coup c'est capoute. Même du coup l'Autriche qui était même l'Autriche, etc. qui pousse extrêmement dans la Serbie, ce qui est pas très avantageux. Et du coup la Macédoine du Nord est complètement prise par la Bulgarie. Et la Bulgarie reçoit quasiment immédiatement les territoires qu'ils étaient promis. Du coup. Et le reste, vu qu'il n'y a pas de traité de paix qui a été signé, on va laisser ça comme ça. Donc bon, là déjà la Bulgarie est dans une très très bonne position, tout comme l'Autriche-Hongrie. L'Italie reste neutre. Parce que ils savent pas trop qui choisir. Et du coup, l'Empire russe est encore dans une situation encore pire qu'avant. Avec les troupes allemandes qui se rapprochent de Saint-Pétersbourg et qui arrivent à prendre contrôle de toute l'Estonie. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Et même une grande partie de la Latvie, et se rapproche encore plus de Saint-Pétersbourg. Les troupes russes font une contre-offensive, mais ne réussit pas dû au fait que c'est compliqué d'envoyer de la nourriture aux soldats, etc. Quand la frontière du front, quand le front ressemble à ça, c'est un peu dur d'envoyer de la nourriture aux soldats qui sont au nord contre l'Autriche. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu galère. Et en plus, forcément, les soldats allemands ont de bien meilleurs équipements. Du coup, ça aide pas. Et les soldats allemands font même un encerclement en Russie et capturent environ 1 million de soldats, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est en fait énorme. Du coup, avec le front de l'Est plus ou moins sécurisé, les Allemands commencent du coup le plan original, le plan Schlieffen, et du coup passent par la Belgique. Et se font plutôt rapidement repousser par les Français, mais bon, et ce qui ramène aussi la Belgique dans la guerre. Mais bon, très vite, les troupes allemandes finissent finalement par passer. Et menacent d'encercler les troupes françaises qui essayaient désespérément de casser les défenses allemandes. Heureusement, cet encerclement est empêché. Et cette erreur ramène du coup l'Empire britannique dans la guerre. Dans le front colonial, il n'y a pas vraiment de changement. À part que l'Allemagne fait un petit peu mieux au niveau du Cameroun. Mais sinon, là maintenant qu'il y a l'Empire britannique, l'Afrique de l'Est allemande se fait
détruire, comme dans l'autre timeline. Il se fait très vite envahir et occuper. Le Congo change pas vraiment. Même si bon, certains soldats arrivent quand même à tenir. Et le Congo est un petit peu envahi, mais bon, ça change pas vraiment grand chose puisque le front le plus important, c'est bien évidemment le front européen. Les Russes profitent de ça pour faire une grosse contre-offensive contre l'Autriche-Hongrie qui, bien que plus compétente, reste quand même l'Autriche-Hongrie, ce qui pousse la Roumanie à rejoindre la guerre, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Et du coup, la Roumanie se fait très vite et très rapidement foncer et signe un traité de paix quasiment immédiatement après avoir rejoint la guerre. Et pour le moment sous occupation hongroise, dans le sud en tout cas. Cette partie va définitivement être gardée la Bulgarie si le pouvoir central gagne la guerre. Et du coup, bon bah, le pouvoir central se retrouve obligé de refaire une offensive contre la Russie. Et cette fois, avec l'Autriche-Hongrie étant un peu plus compétente, pousse encore plus dans les territoires russes. Et l'Empire d'Allemagne fait un siège de Saint-Pétersbourg et arrive même à capturer la ville. Ce qui est un petit peu un problème, sachant que c'est la capitale. Bon, le tsar il s'est déplacé à Moscou depuis que les troupes allemandes sont en Estonie. Il s'est barré. Il s'est barré à Moscou. Faut pas déconner. Il est pas stupide. Hein. Mais voilà. L'Italie qui a une forte impression que la guerre n'est pas vraiment en la faveur de l'Allemagne, car bon, à chaque fois qu'ils font de l'avancement sur un front, l'autre front avance, etc., décide de déclarer la guerre sur le pouvoir central. Et en plus, non seulement ça, mais en plus ils peuvent gagner beaucoup plus en rejoignant les alliés, car ils peuvent gagner des territoires qu'ils considèrent comme étant italiens. Ces territoires qui sont Tyrol et cette partie-là, là, et aussi parce qu'ils aiment bien avoir une grande côte sur la mer Adriatique. Et du coup, les Italiens rejoignent la guerre et font une bonne offensive, capturant un petit peu de territoire et le sud du Tyrol. Mais ouais, vu que j'ai bien buff l'Autriche-Hongrie, ça risque pas d'arriver ni de durer. Vu que l'Autriche-Hongrie qui récupère très rapidement Tyrol et menace Venise et la Lombardie qui sont les régions les plus riches de l'Italie à cette époque. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Les Ottomans qui voient qu'il y a un petit peu une bonne opportunité vu que la Russie est un petit peu dans un mauvais point et que le pouvoir central n'arrive pas à donner une offensive assez puissante pour mettre KO la Russie, décide de rejoindre le pouvoir central en échange de la Géorgie et de l'Arménie. Et raison supplémentaire pour rejoindre le pouvoir central, c'est que 1, ils peuvent menacer le canal de Suez, et 2, chose très très importante, ils ont des très bonnes relations déjà avant même que la Première Guerre mondiale commence, dû au fait que les Alliés voulaient un petit peu diviser l'Empire Ottoman, et aussi parce que l'Empire Ottoman et la Russie c'était loin d'être les meilleurs amis. Du coup, l'Empire Ottoman rejoint la guerre, et voilà, du coup ça fait un front de plus pour la Russie à garder. Et ouais, l'Arménie et la Géorgie font pas long feu. Voilà, c'est... ouais. Et ça remonte direct vers la mer Noire. Et bon, après ça reste l'Empire Ottoman, du coup faut pas déconner.
Mais voilà, et du coup ils arrivent même à capturer les Azerbaïdjan, qui est une région avec beaucoup de pétrole. Du coup, ouais, ça affaiblit encore plus l'Empire russe. Mais en plus de ça, bah, bien évidemment, on a l'Autriche-Hongrie qui fait des avancements, l'Allemagne qui fait des avancements, et ouais, ça commence à devenir la merde. Je dis ça, je dis rien, mais bon, en plus là, il y a beaucoup de gens qui veulent la paix, et bon bah le tsar il était dégagé, il était chassé de son boulot, et maintenant il y a un gouvernement démocratique qui dit venez on fait la paix, et du coup le traité de paix entre le pouvoir central et l'Empire russe. Et du coup voilà, le traité de paix, c'est le traité de Brest-Litovsk version 1 milliard de fois plus dure, et merde, j'ai oublié les Caucases. Du coup voilà, l'Empire ottoman gagne l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, qui sont tous des groupes ethniques qu'ils avaient déjà dans l'Empire, du coup ça change pas grand chose. L'Ukraine gagne son indépendance, la Biélorussie gagne son indépendance, l'Allemagne crée les duchés baltes unis, et a forcé la Finlande à devenir indépendante, puisque la Russie est maintenant une démocratie, vu que la seule chose qui mettait la Finlande et la Russie en union c'était le tsar. Saint-Pétersbourg a été mis avec des états très proches, exprès pour bien faire comprendre que faites pas les malins. La Pologne a été rendue indépendante, parce que pourquoi pas. Et la Roumanie a pris la Moldavie. Et ça, c'est territoire disputé, du coup on va pas y toucher. Bon bah du coup on retourne sur le front de l'ouest, pardon, où on a l'Autriche qui arrive à prendre Venise complètement, et la Lombardie. Ouais, c'est mauvaise news. Du coup, voilà. Du coup, il y a la France qui essaye de faire une offensive désespérée sur les territoires du Rhin. Parce que bon, là, il n'y a pas trop le choix. Et ils prennent beaucoup de territoires jusqu'à ce que ils utilisent toute leur force. Du coup, il y a quasiment plusieurs millions de soldats ici. Jusqu'à ce que bah, le fatidique arrive. L'encerclement. Plusieurs millions de troupes françaises encerclées et capturées ou tuées. Bon, l'Italie, en ce moment-là, ils font l'Italie, hein. Du coup, ils déclarent la guerre contre les Alliés. Bah, ils font l'Italie, ils font la spéciale Italie. Du coup, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Du coup, guerre. Et ouais, ça a pas l'air de finir très bien pour la France, surtout qu'en plus le plan Schlieffen il continue, du coup ça fonce vers Paris et à sa capture. Et du coup, cette Première Guerre mondiale alternative se finit en 1919, traité de paix signé, c'est parti. Du coup, voici le traité de paix. L'Allemagne forme la Mittel Africa allemande, qui était un vrai projet. L'Empire ottoman gagne un petit peu de quoi menacer le canal de Suez. L'Italie perd Venise et la Lombardie, mais gagne les territoires du royaume de Savoie, la Corse et la Tunisie, ainsi que des petites parties de l'Égypte britannique. L'Allemagne gagne aussi l'Indochine française. L'Allemagne gagne un état marionnette en
Belgique. Même si bon, on pourrait croire que l'Autriche-Hongrie gagne pas grand chose. Ils gagnent un état vassal en Serbie, en Roumanie et en Ukraine, ainsi qu'il y a une petite dispute entre qui devrait voir la Pologne entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, mais bon, ça sera pour le prochain épisode. Du coup, c'est tout pour le premier épisode de Kaiser Imperium. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est Demeteros, c'est Goji. Ciao.